Bien, bonsoir à tous. Bienvenue à ce 4e rendez-vous des filières. La laine, la filature, le fil. Donc cette fois, vous l'aurez compris, on s'attaque à une partie très importante qui est donc la filature. Avec ce soir 3 acteurs. Jean-Pierre Romiguet, qui est le fondateur du Sac du Berger et qui est initiateur d'un nouveau projet de filature. C'est assez unique en France par les temps qui courent. Filature Colbert dans l'Aveyron. Cédric Oplat, président du Peignage du Mortier. Et Laura Huyghe et Kim Tomasetto, qui sont respectivement responsables de la filature et responsables de Harpin Maison chez Harpin 1817. Donc je vous remercie d'avoir fait le trajet jusqu'ici malgré toutes les complications que ça peut représenter. Je vous remercie également d'avoir fait le même trajet, peut-être plus court, vous tous. Peut-être en préambule, quelques éléments autour de la filature. Nous allons aborder quelques termes techniques. On sait qu'il y a 2 types de filature autour de la laine, qui sont la filature peignée et la filature cardée. On abordera ça plus en détail, puisque Cédric Oplat est président du dernier peignage en France, si je ne me trompe pas. Donc la filature peignée est une espèce en voie de disparition. Il n'y a plus de filature à proprement dit, mais il reste encore un peignage. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on abordera comment les 2 types de filature peuvent interagir. Mais grosso modo, dans un cas sur le cardage, on va brosser la laine. Ça permet d'obtenir des fils plutôt gonflants, où les fibres sont encore entremêlées avec une bonne feutrabilité. Et dans l'autre cas, dans la filature peignée, ça permet d'obtenir un fil beaucoup plus fin, plus lisse, plus brillant souvent, qui est utilisé plutôt dans par exemple les costumes pour hommes. Et c'est un esprit qu'on associe aujourd'hui volontiers à la filature italienne. Et d'ailleurs, c'est souvent là-bas que restent les dernières filatures peignées en Europe. Voilà pour les 2 éclaircissements. Jean-Pierre, si tu veux peut-être nous rejoindre pour nous expliquer comment, depuis, je crois, une dizaine d'années maintenant, tu as eu envie de t'intéresser à la laine locale. Juste peut-être si je peux rajouter à ta présentation, tu as parlé de la filature peignée et filature cardée. Elle se situe aussi en France géographiquement. Hein. C'est plutôt le nord de la France, c'était les filatures peignées. Et autour du sud de la France, et moi je ne suis pas loin de Mazamet, hein, qui était la capitale lainière mondiale il y a quelques dizaines d'années. Là-bas, c'est vraiment le peigné dans ma région. Hein. Le cardé, pardon. Le cardé, voilà. Pour le peigné, on peut dire aussi qu'il faut des fibres plutôt plus longues, hein, alors que le peigné, on peut passer des laines plus courtes, hein, parce que chaque race de brebis va avoir ses caractéristiques de laine et d'épaisseur, de micronage de laine et de longueur de fibres. Hein. Voilà. Alors, donc je m'appelle Jean-Pierre Romiguet, je suis fondateur et gérant de l'atelier du Sac du Berger. Donc, le Sac du Berger est un sac qui est en cuir, hein, donc on va arriver à la laine dans un moment, mais ça a démarré comme ça, qui est un sac emblématique du pastoralisme transhumant du grand sud-est de la France. Voilà, j'insiste un petit peu parce qu'on a les troupeaux transhumants, donc les mérinos, toute la race mérinos d'Arles, c'est des troupeaux transhumants. Hein. Donc on est, alors je ne me suis pas situé géographiquement, c'est vrai que c'est important. Je suis dans le sud Aveyron, près de Roquefort, hein, donc dans un endroit, une situation géographique où il y a beaucoup de brebis, dont c'est la plus grande concentration de brebis de même race sur l'équivalent d'un département. Donc c'est 1 150 000 têtes de brebis de même race sur l'équivalent d'un département. Et donc, faisant le Sac du Berger,
on a eu envie après de faire la cape de berger traditionnelle des Cévennes. Et pour ça, il nous fallait retrouver le tissu foulonné. Donc, le foulonnage est une technique particulière qui a été utilisée pendant des siècles pour rendre la laine coupe-vent et imperméable de manière mécanique, sans produits chimiques, puisqu'on ne les connaissait pas. Et donc, le principe est relativement simple. La laine va être tissée. On va la passer au foulon, donc il y a un genre de tonneau où la laine passe et va être, c'est pas feutré, mais va avoir un effet de se retrécir, de se resserrer. Et un coupon qui fait 2,50 m, quand il va sortir du foulon, il va faire plus qu'1,50 m et ça va resserrer la fibre de la laine et on ne voit plus la passe et la trame du tissage. Ça a pour effet de rendre la laine coupe-vent imperméable. Donc, ça a été utilisé pendant des siècles, jusqu'à la guerre de 14. Toutes les armées européennes étaient habillées de laine et ça m'introduit pour Arpin, le fameux tissu de Bonneval. Hein. Vous, c'était ça, c'est la tradition du tissu de Bonneval. Et fournissait, je suppose aussi, les armées. Et nous, en Lozère, tout le cœur du Massif central, il y avait beaucoup de filatures qui travaillaient pour l'armée, quoi. Et donc, nous avons fait pendant plusieurs années le salon d'agriculture, donc ça nous a fait faire des échanges et en discutant avec les uns et les autres, notre premier contact a été avec la filature de Chantemerle qui pouvait faire ce tissu-là. Et donc il nous a fait une proposition et il nous a fait ce tissu pour qu'on puisse faire nos capes de berger. Alors, quand nous faisons un objet traditionnel, nous le faisons vraiment traditionnel, c'est-à-dire que nos capes de berger, on les fait avec un grammage de 650 grammes à peu près, alors qu'une veste normale, on est à 500 grammes, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de vraiment rustique, quoi. À côté de ça, on a développé plusieurs vêtements, dont des full coats, voilà, différents vêtements en laine qui utilisent la même technique. Et depuis 2-3 ans, on le fait sur les sacs, en fait. Hein. On fait des sacs de berger, enfin, dans l'inspiration du sac du berger, avec du cuir et de la laine foulonnée. Il faut savoir que, voilà, là, on a un mélange des deux matières là, qui sont faites là. Donc là, on va être sur un grammage d'1 kg au mètre carré, quoi. C'est-à-dire, on va être très épais. En solidité, c'est presque aussi solide que du cuir. Hein. On peut le laver. Et c'est vraiment, il y a des tests de résistance à l'abrasion qui sont très, très importants. D'ailleurs, à Arpin, vous avez des avoirs pour vous faites du mobilier, voilà, des assises et tout ça. Et il y a une très, très bonne résistance à l'usure. Hein. Voilà, donc de là, étant dans une région où il y a une histoire, dont on sait que les choses, il y a des grands cycles qui se font et ce qui se faisait à un moment se perd, s'abandonne et puis en résonance avec ce qui s'est fait peut revenir quelque chose. Voilà, c'est en partant de cette histoire-là, sachant que il y a un siècle, il y avait les peaux des brebis lacones étaient transformées sur Millau, c'est ce qui a fait la réputation des gants de Millau et des peaux de Millau. Donc encore aujourd'hui, il reste vraiment un savoir-faire au niveau des mégissiers sur Millau. Et tout ce qui était laine était sur le Saint-Africain, dont il y a 25 km entre les deux villes, hein, du sud d'Aveyron, et Roquefort est au milieu de ces deux villes. Il y avait 3 filatures industrielles, la dernière a fermé en 1974. Et donc, je me suis dit, en résonance avec ce qu'il y a eu sur le coin, étant donné que l'économie reste la même, c'est toujours les brebis, c'est toujours le lait qui fait vivre toute notre région. Et pourquoi pas relancer ça. Alors, ça a démarré il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite, que tous nos élus allaient prôner le circuit court et être prêts à financer des aides pour ça et qu'on en parle, que ça devienne quelque chose qui réponde à un besoin profond de chacun de nous en tant que consommateur. Oui, peut-être qu'on peut souligner, Jean-Pierre, que ce projet de filature, il est à la fois porté par le territoire, donc par les élus, à la fois par les éleveurs, et puis donc voilà. par un acteur plus du monde de voilà. l'industrie. Donc, j'y arrive. De là, il était important pour nous de pouvoir fédérer les éleveurs hein, là-dessus. Alors, nous sommes dans une région où l'élevage est très, très structuré.
le rayon de Roquefort, on appelle ça. C'est une organisation sociétale agricole qui est sans doute unique en France. Hein. On peut le comparer peut-être à ce qui s'est fait avec le champagne. C'est-à-dire que les industriels, donc les transformateurs, les fromagers, mais c'est vraiment industriel, hein, depuis le début du siècle. Hein, dès que l'électricité a été faite, eh bien, il y a des gens qui ont pensé à industrialiser la fabrication du fromage et la fabrication du Roquefort. Il y avait une structure qui s'appelle la Confédération de Roquefort qui regroupait les transformateurs, dans les industriels et les éleveurs. Et le prix du lait était fixé ensemble. Je parle au passé parce que ça a un petit peu bougé avec les règles européennes, mais en gros, l'histoire de notre région est quand même basée là-dessus. Et donc, il y a quelques centimes sur chaque litre de lait qui vont à la Confédération. Quand vous voyez des pubs du Roquefort où il n'y a pas de marque, ben, c'est financé par la Confédération. Hein. Et donc, la Confédération regroupe tous les éleveurs. Donc, c'est aujourd'hui 1785 éleveurs qui sont regroupés dans une même association. Et donc, il suffit de rencontrer le président, le bureau, et pour faire passer le projet. Et derrière, c'est presque 2000 exploitations qui vont suivre, quoi. Il y a peu de régions où on peut faire ça à ce niveau-là et où il y a une quantité de laine suffisante pour pouvoir le faire. Hein. Bon, on a cette chance-là. Et donc, les éleveurs, quand on leur a fait la proposition, étaient d'accord et ça a été fait. On a monté une SAS et ils amènent 50% du capital du capital de la filature, quoi. Voilà. Donc, c'est autour de 115 ou 120 000 euros qu'ils amènent. Hein. Donc, ça veut dire qu'ils sont vraiment partie prenante là-dessus. Hein. Il faut savoir aussi que pour eux, c'est une goutte d'eau, hein, parce qu'on est vraiment à une échelle agricole qui est très structurée, donc qui est très importante financièrement. Hein. Mais ils ont été séduits par le projet, par la présentation que j'ai pu faire du projet, qui est votre laine, je n'ai pas besoin de leur dire, ils sont assez grands pour le dire, la laine, de toute façon, elle ne vaut rien pour ce que ça nous rapporte. Et donc, ils ne font pas attention, comment elle est tondue, qu'il y ait de la paille et tout ça, ça n'a aucune valeur là-dessus. Et quand on amène un projet, et ils ne savent pas où elle va, c'est acheté par des collecteurs, ça part, on ne sait pas où, et donc, bon, ils sont totalement désintéressés là-dessus. Et quand je leur fais la proposition de ça, ils se disent, bon, mais finalement, on a envie de soutenir ce projet-là, parce que autant que notre laine, elle serve à quelque chose localement, plutôt qu'elle parte on ne sait pas où. Voilà. Donc, on n'a même pas discuté de prix, que ça allait être plus valorisé et tout ça, parce qu'il faut faire très attention avec les milieux agricoles. J'en suis, donc je connais bien. Il ne faut pas aller promettre que la laine, on va la payer 10 fois plus cher et qu'ils vont vivre de la laine et que ça va payer le tondeur et tout ça. On en est très, très loin. Hein. Donc, il faut rester très, très modeste dans les objectifs qu'on peut avoir. Et par contre, chacun, et même le milieu agricole, donc c'est pas rien quand même, est prêt et intéressé et éveillé, et un appel en lui de participer à une opération comme ça. Voilà. Voilà. Alors, ce projet-là se fait donc après, nous amenons un savoir-faire. Donc, le Sac du Berger, pendant 1 an, on a mis en place une petite filature. Aujourd'hui, habilement, je la présente comme un laboratoire, alors qu'au départ, on ne connaissait rien là-dedans et on s'est rendu compte, au bout de 6 mois, mon comptable surtout s'en est rendu compte que si on voulait que la filature tourne et ne perde pas d'argent, il fallait qu'elle soit subventionnée à 50%. Donc, le Sac du Berger, on a dit, bon, on subventionne pendant 1 an à 50% pour faire des essais. Hein, parce que moi, je suis dans une région où, depuis que je suis né, j'ai toujours entendu dire la laine de brebis-lacone ne vaut rien. Et on sait que le monde bouge et que forcément les choses peuvent avoir changé, donc il faut aller revisiter à certains moments ça. Donc nous avons fait des tests, donc tout ce qui est laine foulonnée, la laine brebis-lacone va très bien pour ça. On a même essayé de faire des couvertures, des plaids grattés. Là, on n'était pas sûr parce que c'est une fibre qui est courte et au grattage, on n'était pas sûr que ça arrache. Et bien, on a fait le test, effectivement, c'est possible aussi. Voilà, donc nous parlons vraiment de choses qu'on a expérimentées, hein, c'est-à-dire que on a acheté de la laine chez des éleveurs qu'on a amené à laver, qu'on a filé dans notre propre filature, qu'on a fait tisser sur Mazamet chez Ricarli à Pastram, qu'on a fait teinter ou apprêter autour de Mazamet. Donc nous, c'est à 120 km tout ça, hein, de chez nous, soit aux établissements Ferrier, soit aux établissements Plot. Et nous avons fait des vêtements, parce qu'en dernier, nous fabriquons, on avait un atelier pour faire des vêtements. Et donc,
on a fait des vêtements et on les a vendus parce qu'on pourrait avoir fait des vêtements si on ne les vend pas après. Voilà. Et on a pu faire ça. Voilà. Mais voilà, là, on a des vêtements, un défalcote en laine foulonnée. Hein. Donc là, c'est principalement de la noire du velay. Comme la noire du velay pure, elle absorbe pour moi trop la lumière. Donc dedans, on a mélangé quelques fibres, de grosses fibres blanches pour que ça fasse un petit côté. Et nous faisons je sais pas, sur le sac tout à l'heure, c'était un beige, c'est 80% de laine à lacone et 20% de noir du velay. Hein, parce que dans les brebis lacone, on ne garde pas les brebis noires. Hein, dans la génétique, il ne doit pas y avoir de lacone noir, donc on ne va pas trouver de la laine noire directement dans notre région. Voilà, donc l'autre acteur, c'est les élus, parce que nous pouvons amener avec les éleveurs l'investissement, la technicité, on a les personnes qu'il faut, et il nous faut par contre un bâtiment. Moi, quand j'ai démarré le Sac du Berger, j'ai démarré dans une pièce, et puis on a agrandi. Aujourd'hui, nous sommes 10 personnes à travailler dans notre atelier. Et voilà, hein, c'est 2 bâtiments. Hein. Là, en face, c'est le bâtiment ancien, et de ce côté, c'est un bâtiment neuf qu'on a construit, tout en pierre avec arches et contreforts. Donc là, nous sommes à 4 km du premier village donc c'est vraiment perdu. Mais nous recevons depuis 30 ans le public. Nous recevons 2000 personnes par an. Vous allez voir que la quantité de personnes, ce n'est pas la seule référence, c'est que nous faisons plus de 20% du chiffre d'affaires global de notre société en vente sur place. Hein. Voilà, quand on dit ça, ça surprend beaucoup. Mais les gens ont fait une démarche pour venir et on prend le temps de les accueillir, de leur faire visiter l'atelier. Et aujourd'hui, on a envie, enfin, moi personnellement, je sais quand quelqu'un me dit qu'il est artisan, j'ai envie de voir son atelier. Et voilà, on a envie de se nourrir de ça. Et en même temps, on s'assure que c'est vraiment fait là. Mais on a ce besoin-là. Alors, ce lieu-là convient parfaitement au Sac du Berger, parce que le Sac du Berger est vraiment un sac emblématique. Je vais faire court là-dessus, parce qu'on pourrait y rester très longtemps. Et donc, qu'il soit fait dans un lieu retiré, dans une ancienne bergerie, dans des vieux bâtiments, eh bien, c'est vraiment en connexion, quoi. Et nous avons des gens, et ça me surprend encore aujourd'hui, hein, des 2 dames qui sont venues séparément, qui avaient fait 200 km, et depuis 10 ans, la dame, elle rêvait du Sac du Berger. C'est quelqu'un qui est de mon âge et qui avait plus de 65 ans, qui était à la retraite, et venait s'acheter ce Sac du Berger. Et pour l'acheter, elle ne l'a pas acheté par Internet, elle est venue l'acheter sur place. Donc, forcément, ça mérite un accueil important. Et donc, voilà, notre image, nous, elle ne s'est pas faite à coup de communication, elle s'est faite sur 40 ans dans cette présence-là et dans aussi cette exigence dans un certain linéaire et dans une certaine éthique. Voilà. Je pense que ça introduit un petit peu ce qui pourra venir par la suite par rapport à tout l'engouement qu'il y a sur la laine aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que remettre en place toute une chaîne avec une éthique... une véritable éthique, voilà, ça c'est l'enjeu et c'est le défi qui nous est proposé à nous, entrepreneurs, quoi. La filature va porter le nom de filature Colbert. Voilà, alors pour le moment c'est un bâtiment important, donc qui représente une somme assez importante. On a trouvé le lieu parce que voilà, j'ai une exigence, quand on fait un bâtiment comme ça, quand on fait une filature, aujourd'hui, il faut qu'elle puisse se visiter. C'est indispensable. Quand on va aller visiter une filature, il ne faut pas que ce soit une zone commerciale, une zone industrielle. Sinon, ce n'est pas la peine de faire venir le public. Il y a quelque chose qui ne correspond pas. Donc, moi, d'un coup, je n'ai pas besoin de réfléchir 2 heures. Je dis là, ça peut correspondre, là, ça ne correspond pas, quoi. Donc, ça, c'est des exigences à nos élus qui... voilà, c'est... Mais la cohérence du projet, on revient encore une fois sur une question de cohérence d'ensemble, quoi. Et donc... c'est des investissements importants et c'est là-dessus que ça traîne un petit peu, que ça tout saute un petit peu auprès des élus. Mais bon, on espère bien y arriver assez rapidement. Et non Colbert, donc voilà. Alors, encore une fois, quand on fait un projet, on pense toujours derrière, moi tout au moins, à l'amener à l'autre. L'amener à l'autre, c'est ce qu'aujourd'hui on va appeler le marketing ou la communication, quoi. Voilà. Et donc...
c'est important d'avoir quelque chose qui se retienne. Hein. Je vais vous citer un exemple très rapide. Au départ, le sac du berger, il existait avant moi, il existera après moi, donc je ne me sentais pas autorisé à m'approprier la marque sac du berger. Donc j'avais pris le nom du lieu. Et puis il se trouve que divers événements m'ont amené à dire mais oui, il faut que je dépose la marque sac du berger. Et aujourd'hui, on est connu à travers cette marque-là, quoi. Et je n'ai plus aucun scrupule de m'être approprié ça parce qu'il y a une très très grande fidélité à l'objet, à la culture de mon territoire, à la culture du pastoralisme transhumant. Hein. Donc c'est très très important d'avoir une rigueur. Et filature, c'était important parce qu'on est dans une région où il y a le Larzac, il y a le parc des grands plateaux calcaires donc, qui sont regroupés dans un parc naturel des Grands Causses. Mais ça me paraissait important qu'il soit identifié à une ville qu'on puisse trouver sur une carte. Donc, cette Afrique, c'était bien. Et filature de cette Afrique, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et il se trouve que la dernière filature qui a existé près de cette Afrique, il l'appelait la filature Colbert. Alors qu'elle date de 1800 et quelques, Colbert, il y a longtemps qu'il était passé. Et donc, en résonance avec ça, j'ai dit filature Colbert de cette Afrique. Alors après, il y a eu toute une polémique à un moment de Colbert qui était pour l'esclavage, je ne sais pas quoi, enfin bref. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y avait une école Colbert qui existait, qui a très haut luxe. Un comité Colbert, peut-être. Comité Colbert, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on a entériné la filature Colbert de Sainte-Afrique. Voilà. Mais surtout, ça fait résonance aussi à ce territoire élargi du Languedoc, où se trouvaient à peu près 13 manufactures royales, initiées par Colbert à l'origine, et qui étaient fabricantes de draps, de laine foulonnée, comme celui que vous utilisez donc, pour le sac du berger. Merci Jean-Pierre. On sent que le territoire est très important et que ça fait intrinsèquement partie de l'énergie que vous mettez dans cette marque. Cédric Oplat, vous êtes sur un tout autre territoire. Le peignage du mortier est très particulier sous plusieurs angles. Vous êtes donc le dernier peignage en France. Vous êtes sur un territoire qui a connu une énorme activité autour de la laine peignée depuis le milieu du 19e jusqu'à la première moitié du 20e siècle, je crois, jusqu'à s'éteindre petit à petit sur la fin du 20e siècle. Et vous êtes en plein centre-ville. C'est un peu moins bucolique. Hein. C'est cela. Pour ceux qui peuvent voir les photos, on est en plein centre-ville, à Tourcoing, avec une usine qui date de 1896. Et autour de cette usine, toutes les maisons qui se sont construites jusqu'à être collées à l'usine. Voilà, donc c'est peut-être moins joli, mais en même temps, voilà, donc ça participe de la vie. C'est faisable encore. D'ailleurs, nos salariés habitent Tourcoing, viennent à l'usine, perpétuer. Et, voilà, et c'est important de maintenir l'emploi dans la... Oui, donc cette résonance à l'environnement local, urbain, ouais. Elle est importante également pour vous. Tout à fait. Et Roubaix et Tourcoing, ce sont deux villes qui vivaient de la laine peignée à partir du XVIIIe siècle, surtout le XIXe. Et on a eu à une époque jusqu'à 50 ou 60 cardages peignages et lavages de laine. On était probablement un des plus petits. C'est d'ailleurs peut-être aussi une des explications de la continuité et de la survie de l'entreprise. Donc en 1896, on lavait de la laine qui arrivait par bateau d'Australie, de Nouvelle-Zélande. On la cardait, on la peignait, et puis de l'autre côté de la rue, il y avait la filature. Et dans la rue d'à côté, il y avait une autre filature. Donc tout l'écosystème existait. Malheureusement, cet écosystème, il a baissé, jusqu'à péricliter à la fin des années 90 dans la filature peignée. Nos voisins italiens, eux, ont réussi à garder cet écosystème, mais il a malheureusement disparu de Roubaix-Tourcoing. Quelle est la spécificité du peignage? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots techniquement qu'est-ce que cette action apporte à la laine? La première action, donc, elle est commune avec celle de la filature cardée. On va avoir des fibres
qui, au début, sont totalement entremêlés, et on va devoir aller les séparer, les individualiser et les orienter. On a une machine qui va orienter les fibres et qui va nous permettre progressivement de former un ruban qui va être au départ très fragile, qu'il va falloir renforcer. C'est ce qu'on appelle l'étape d'étirage. Et surtout, ce ruban, il comporte encore des imperfections. Donc si le filateur veut faire un fil très fin, on va passer dans l'étape de peignage qui correspond à l'image qu'on peut avoir du peigne qui va démêler, qui va enlever les petits nœuds qui peuvent rester. Et dans le cas de la laine, qui va par exemple enlever aussi tous les déchets végétaux qui peuvent subsister et nous permettre d'obtenir un ruban le plus parfait possible. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous réintéresser à la laine, puisque je crois que l'activité lainière avait quasiment disparu chez Dumortier? Voilà, alors petit retour en arrière, donc jusque dans les années 60, une activité à 100% dans la laine, et un virage stratégique qui a été pris à l'époque à l'arrivée de la 4e génération de l'entreprise, qui était de dire les circuits vont complètement changer, les bateaux ne viennent plus d'Australie pour venir jusqu'en France, ils vont aller directement en Chine. Et Guy Dumortier à l'époque avait anticipé bien avant les autres et a dit on doit se transformer. Donc l'entreprise a appris à travailler toutes les autres fibres, des fibres artificielles, de la viscose, des fibres synthétiques, les polyesters, les polyamides, voilà, on les a découvertes. On est façonnier, donc en fait ce sont nos clients, les filateurs, qui nous amènent un besoin, qui expriment ce besoin, et on va tester à chaque fois. On va mettre en place un process et proposer la solution la plus adaptée aux clients. Et puis d'ailleurs, on a réappris à travailler des fibres naturelles à un moment, puisqu'on nous a confié des fibres de lin. Donc on a appris à travailler du lin, qui est pour le coup très très bien représenté en France, en Normandie et dans les Hauts-de-France notamment. Mais la laine, pas trop. La laine, c'est resté quelque chose qu'on avait de façon très très épisodique jusqu'à un passé très récent, où pendant l'année 2018 un petit peu, et surtout pendant l'année 2019, on a senti cette vague remonter, on a senti ces demandes, et on a été assez surpris d'être consulté par des filateurs cardés qui nous ont dit on a besoin que vous nous proposiez de la laine, et alors on a besoin que vous nous proposiez un truc qui s'appelle de l'open top. Ah bon, qu'est-ce que c'est que de l'open top? Alors, nous, on fait un ruban continu, mais les filateurs cardés ne savent pas utiliser ça parce qu'ils ont besoin de pouvoir mettre des petits morceaux de laine en entrée de leur carde. Et donc, on a dû réapprendre le métier, on a dû réapprendre à travailler ces laines. Alors on a été très encouragés parce qu'on a eu de plus en plus de demandes, de plus en plus de visites, de réunions. Et on a développé, c'est très récent, on est en train de démarrer la ligne maintenant pour proposer cet open top. D'accord, donc ça ouvre une perspective peut-être qu'on peut expliquer dans le détail. Donc concrètement, vous cardez d'abord, vous peignez ensuite on vient découper ce ruban peigné, oui, et on va le recarder à nouveau, mais la différence, c'est que entre-temps, vous l'avez nous, on l'a débarrassé de toutes ces impuretés. Et ça a un autre intérêt, par exemple, il y a toujours deux façons de préparer la laine, l'étape de lavage ou l'étape de carbonisage qui peut exister. Nous, on va empêcher cette étape de carbonisage qui n'est pas forcément la plus... d'un point de vue environnemental, qui n'est pas forcément la meilleure. Nous, on va faire ça d'un point de vue mécanique. On n'ajoute aucun produit, on ne chauffe rien, on vient gratter, on vient débarrasser, on enlève tous les déchets et on ne rend que la partie la plus pure. Donc le carbonisage, effectivement, c'est une étape qui a été inventée à partir de bains d'acide pour pouvoir nettoyer les laines, souvent les laines locales qui ne sont pas forcément extrêmement bien je dirais, triées lors de la tonte, contiennent énormément de végétaux, d'impuretés, et c'est très difficile pour le faire disparaître directement au lavage. Donc cette étape de carbonisage, qui aujourd'hui existe pas très loin de chez vous, en Belgique par exemple, en Belgique, oui, chez Tretex, permet
de se débarrasser de manière très efficace, mais comme vous le dites, évidemment, d'un point de vue environnemental, ça utilise des produits qui sont relativement néfastes, même s'ils sont, j'imagine, utilisés dans un circuit fermé par le lavage. Mais ça a aussi une action fragilisante sur les fibres qui réduit un peu sa capacité d'élasticité ou de feutrabilité. Donc il y a un peu un double inconvénient, et c'est vrai que grâce à ce que vous commencez à proposer, c'est-à-dire cet open top qui est utilisable dans les filatures cardées, s'ouvre une nouvelle, je dirais un ouvre-bras dans cette rivière, dans cette filière, qui va permettre de manière plus vertueuse d'arriver à un fil plus qualitatif et plus éco-responsable également. Tout à fait. Donc on est encore un peu dans un mode expérimental, vous l'avez compris, on redécouvre. Donc chaque nouvel arrivage de laine, c'est la découverte, quelle race de laine, quelle hauteur moyenne, quel niveau de propreté a été sélectionné, comment ça a été lavé, parce que selon le lavage où ça va passer, on ne va pas avoir nous non plus le même comportement. Donc on apprend de tout ça. Et alors je dois dire que ce qui est génial, c'est qu'au début, les premières choses que j'ai entendues, c'est les laines françaises, elles ne sont pas propres. Elles sont trop courtes. On ne peut pas faire grand-chose. Ce n'est pas des bonnes laines. Et en fait, tout ça, il faut battre ces idées-là en brèche. C'est faux. Ce ne sont pas les laines les plus fines qui peuvent exister. C'est certain que si on veut faire que des choses avec les laines les plus fines, ce n'est pas uniquement ça qu'on pourra utiliser. Par contre, il y a des laines qui sont magnifiques, qui ont des cas d'usage qui sont super. C'est comme tout process, c'est une filière qu'il faut reconstruire. Nous, on y participe, on apprend de notre côté. Et donc là, j'ai parlé de la filature cardée. Et on s'est intéressé, on s'est dit, mais finalement, nous, notre métier, c'est la filature peignée. Malheureusement, il n'y a plus de filature peignée en France. La dernière a fermé il y a une vingtaine d'années. Mais bon, il y en a en Suisse, il y en a en Belgique, c'est pas loin, on va parler circuit court, c'est l'Europe. On est aussi en train de réaliser maintenant des essais de plus en plus pour aller chercher de la finesse la plus importante que la filature cardée ne saura pas dépasser. Là encore, c'est une notion de cas d'usage. On aura des numéros métriques de fils qui seront accessibles en filature cardée. Voilà. Nous, on s'intéresse maintenant aussi en plus à la filature peignée pour amener de plus en plus de Made in France dans la laine. Effectivement, comme Jean-Pierre le soulignait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a toujours eu l'habitude d'entendre que pour faire du fil peigné, il faut des longueurs de fibres assez importantes et que donc souvent les races françaises ne correspondent pas à cette longueur-là. Vous pouvez nous parler de ça? Est-ce que vous avez eu des surprises? Comment ça se... C'est le problème des généralisations. C'est tellement plus facile de dire que les races françaises ne correspondent pas. Peut-être pas toutes les races françaises qui peuvent y correspondre. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est découvrir que dans telle région, telle race va être très très bien adaptée pour faire tel produit. Et puis dans d'autres endroits, on parle quand même d'un gisement, parce que moi je trouve que c'est un gisement, c'est des belles matières. Il y a 15 000 tonnes de laine en France, donc de suin, ça peut permettre de travailler un peu plus de 7 000 tonnes de laine. À l'intérieur, il y a de quoi redécouvrir des belles laines pour faire de magnifiques produits en filature cardée, en filature peignée. Voilà. Mais on a besoin que l'aval de la filière se saisisse du sujet, exprime un intérêt, qu'on ait des volumes et que chaque maillon de la chaîne réapprenne, parce qu'il va falloir qu'on soit capable de rendre ça économiquement viable. Et là encore, pour moi, c'est une bonne surprise. Je suis persuadé aujourd'hui qu'on peut rendre cette filière économiquement viable. Le tout, c'est de le faire de manière fluide, d'organiser la filière, d'avoir un débouché et d'avoir au départ des éleveurs qui sont conscients et à qui on va d'ailleurs pouvoir offrir un revenu normal, décent. Payer la tonte ou pas payer la tonte, on verra où il faut mettre les objectifs. Merci. On va encore faire un petit saut en France, cette fois plutôt à l'Est, avec Laura Huyghe et Kim Tomasetto. Filature Arpin, donc vous naissez
d'une filature, typiquement. D'ailleurs, la date 1817 est associée à la marque. Comment est-ce qu'on réinvente un univers autour de la filature quand on a été une filature et qu'on devient une marque avec des tas de produits qui sont présentés? Kim, merci. En fait, il faut savoir qu'au tout début, quand Jean-Baptiste et Alexion ont commencé, donc en 1817, les éleveurs de la région en fait, amenaient leur laine. Ils allaient tisser le tissu et ils allaient soit récupérer des couvertures, donc tisser avec, soit du vêtement, donc en fait des vestes ou des choses comme ça. Donc en fait ça a commencé comme ça, on a commencé à équiper avec tout ce qui était couverture les refuges de la région, certains hôtels, et on a aussi équipé par exemple la compagnie des guides de Chamonix au niveau des vestes. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, des personnes qui avaient des couvertures dans leurs hôtels ou dans les refuges viennent nous voir en nous disant on connaît ces couvertures et on veut vraiment retravailler avec ces couvertures. Enfin, on veut vraiment acheter ces couvertures. Et en fait, c'est comme ça que de fil en aiguille, on a commencé à faire des couvertures, à faire des plaids, à faire des coussins. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait du tissu, mais on fait aussi toute une partie sur mesure, donc pour les hôtels, où on va faire des rideaux, où on va faire des coussins. Et en fait, de cette demande de toute la région est venue en fait toute la partie décoration d'intérieur. Donc aujourd'hui, on a donc notre propre marque qui est presque en fait une vitrine pour tous ces hôtels et pour tout notre sur-mesure, parce qu'en fait, les gens vont pouvoir voir les produits qu'on est capable de proposer. On a aussi nos boutiques en nom propre, donc qui permettent de proposer cette collection, mais surtout, ça va mettre en avant ce qu'on est capable de faire en tissu et de pouvoir vendre ce tissu pour toute la confection sur mesure. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la confection sur mesure plus le tissu, ça représente 60% de notre chiffre d'affaires et les produits finis de notre collection, 40%. Donc vraiment, c'est une vitrine. En fait, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a aussi toute une partie prêt-à-porter dont je ne m'occupe pas. Mais pareil, ça a fonctionné comme ça. Et on propose aussi du sur-mesure et de la personnalisation en plus de nos collections. Laura, quels sont vous vous occupez, vous, tout particulièrement de la filature et de l'ensemble des productions. Comment vous vous positionnez, quels sont les projets qui sont en cours et qu'est-ce qui vous intéresse dans cet univers d'Arpin La nouvelle dynamique qui se lance énormément, c'est de reprendre connaissance de tous les process qui ont été réalisés en interne. En 1817 et sur 200 ans, on a du coup intégré tous nos process. Avec les volumes qui ont grossi, on n'a pas pu gérer toute la production. Et en particulier, pour des raisons écologiques, on a dû arrêter le lavage de la laine à la filature. Et le gros projet en ce moment, parce que c'est aussi une demande des éleveurs, parce qu'en fait, il y a 5 ans, donc on a dû arrêter ce lavage-là. Et les éleveurs qui étaient habitués à apporter leur laine à la filature se sont retrouvés avec justement cette laine sur les bras. Et on peut aussi bien avoir donc une demande des clients, des produits finis, mais nous, on a aussi une demande des éleveurs pour acheter notre laine. Et sauf qu'on avait aussi la problématique de la qualité qu'on nous fournissait de la laine, qui était très problématique parce qu'ils n'avaient pas forcément conscience de la qualité qu'on a besoin pour la filer. Donc là, on essaye de relancer le lavage et l'achat de la laine aux éleveurs, et on essaye, du coup, on leur achète au prorata de la qualité. Donc actuellement, on va leur acheter, admettons, 100 kg de laine, parce qu'à chaque fois, c'est des tout petits lots de laine. Les éleveurs qui sont dans la vallée, parce qu'on est basé en Savoie, qui sont dans la vallée, ils ont à chaque fois des tout petits cheptels. Ça sera pas des cheptels de 300 têtes. Et souvent, c'est 60 bêtes et ils vont avoir plein de races mélangées. Ils n'auront pas que du blanc, ils auront du noir, du beige. Et c'est un peu la difficulté aujourd'hui, c'est de réussir à récolter cette matière et en faire quelque chose.
On en a toujours fait quelque chose depuis 200 ans. Donc l'idée là, c'est vraiment de reprendre cette matière-là. Donc d'acheter admettons, 100 kg de laine. On va actuellement l'envoyer à Biella où elle sera triée. Donc Biella, c'est à 3 heures de chez nous. Elle sera triée et en fonction du tri, on va payer l'éleveur plus ou moins au prorata de la qualité de la laine qu'il va nous fournir. C'est pour les inciter justement à, au fur et à mesure, trier leur laine et qu'ils prennent conscience de la valeur de leurs produits. Et donc, une fois qu'elle sera triée, elle va être lavée, donc elle va forcément perdre du poids. Mais il y aura cette étape de tri qui est très importante. Et ce que j'espère un jour, c'est que, j'ai envie de dire comme en Australie, ça soit les éleveurs qui fassent leur propre tri, qu'on puisse retirer cette étape de tri qu'on fait à Biella et du coup, un jour, payer leur laine à un prix plus important. Mais pour l'instant, ils ont perdu cette habitude-là et donc c'est leur redonner connaissance, enfin leur redonner une idée de la valeur de leur laine et leur laisser cette chance et leur donner un moyen d'action pour revaloriser leur laine. Donc ça, c'est un process que vous venez de mettre en place, Oui. qui se met en place en ce moment, Oui. et qui va permettre, donc, c'est combien d'éleveurs à peu près? Ça Ben, couvre quel type de cheptel En fait, on avait 7 tonnes qui avaient été accumulées pendant 5 ans. Donc on a envoyé ces 7 tonnes au mois de septembre. On avait contacté justement Peignage du Mortier pour voir ce qu'on pouvait faire avec eux. À ce moment-là, il n'y avait pas l'open taupe. C'est ça. Du coup, c'est pour ça qu'on est allé aussi à Biella, parce qu'il y avait cette expertise de la laine et la proposition du tri. Et du coup, là, on est en train de donc relancer cet achat-là. Et c'est aller sensibiliser chaque éleveur qui peut être relativement réticent au process et n'absolument pas y croire. Donc l'idée, c'est de laisser 2-3 ans le temps qu'ils comprennent que ça peut se relancer, qu'il y a la demande en plus derrière et leur donner cette possibilité-là. C'est initier toute cette chose. Merci pour vos 3 interventions. On va laisser de la place peut-être pour des questions, si quelqu'un parmi vous en a, évidemment. Et également pour les échantillons, puisque nous avons ici à la fois des échantillons de laine peignée, lavée, peignée, des fils cardés également, et des draps de laine réalisés chez Harpin ou bien chez le Pastram à partir de draps foulonnés. Qui veut se lancer sur une question? Comment on apprend à trier? C'est facile, c'est compliqué? Il se trouve que je vais répondre moi très rapidement parce que la laine de brebis laconne, elle a très peu de laine et elle a que de la laine sur le dos. Donc on n'a pas tout le problème de jarre qu'on a sur les jarres. C'est des parties, des fibres osseuses qu'on va trouver sur le bas des pattes. Et donc il y a vraiment tout ce tri-là. Donc nous, il y a plus que le tri, c'est l'attention au moment de la tonte, de le faire sur des bâches, qu'il n'y ait pas de paille qui sont rajoutées. Et voilà, déjà là, c'est une partie importante. Mais c'est vrai que suivant les races, après, on prend que le dos, tout le reste qu'on va mettre en premier choix, et après, on va pouvoir faire différents choix. Mais là, on est dans quelque chose qui est à réapprendre pour que ce soit fait dans les fermes. Alors, moi, je n'ai pas la vision universelle, mais pour ma région, bien évidemment, dans le portage de ce projet-là, j'ai une certaine vision sociétale, comment ça peut être mis en place, quoi. Donc, nous sommes dans quelque chose qui est très structuré. Donc, on sait qu'il y a des chambres consulaires comme la chambre d'agriculture, et au lieu maintenant d'aller conseiller quel engrais il faut mettre ou quel OGM il faut mettre, ça peut être comment on va aller apprendre les éleveurs à faire la tonte, à sélectionner, et ainsi de suite. Donc, il y a à créer une structure, sans doute associative, qui n'a rien à voir avec la partie économique de la filature. C'est-à-dire que dans mon projet, la filature est une entreprise qui est économique, qui doit pouvoir faire vivre des gens. Et à côté de ça, il doit y avoir
aidés par les collectivités et les chambres qui existent, la chambre d'agriculture, de remettre en place avec des experts lainiers. Voilà, il y a encore un savoir-faire et des connaissances qui peuvent être mises en place, mais ça doit venir s'insérer dans comme il y a les contrôleurs laitiers, eh bien, il y aurait ça. Alors, dans notre région, on est passé avec les puces, chaque bête qui naît a une puce, et il y avait eu une place de libre. Alors, on m'a demandé si on pouvait mettre de la laine. Alors, j'ai dit bien sûr, bien évidemment, parce qu'on sait qu'en quelques générations de sélection, on peut améliorer la laine sans enlever rien à la production de lait, quoi. Voilà, parce que jusqu'à maintenant, c'était plutôt le contraire, parce que moins il y avait de laine, mieux ça allait. Donc, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va être imposé. C'est une proposition dans ce grand rassemblement de 1850 éleveurs. Et nous, c'est des troupeaux de 800 têtes de brebis à peu près. 1850, on multiplie entre 600 et 700 brebis par élevage. Donc, peu de laine, mais une très grande quantité de brebis. Et donc, j'ai perdu mon fil sur... aide-moi, Pascal. Non, effectivement, pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, sur la manière dont on apprend à trier, on comprend que le tri peut avoir lieu directement sur le chantier de tonte. Ça permet d'éviter que quand la laine, ne soit contaminée peut-être par de la paille qui est au sol ou autre. Là, on peut opérer également un premier tri pour enlever tout ce qui est plus sale sur la toison, ou bien, un peu comme Laura l'expliquait précédemment, ça peut être aussi une étape qui est faite à part. Quand on a récolté la laine, on va trier, et souvent les négociants actuels, comme Laroux ou Henri Arnaud, vont opérer un tri pour standardiser quelque part la laine et séparer peut-être des longueurs de fibres, des épaisseurs, et recréer des lots un peu plus homogènes qui sont ensuite vendus à des niveaux de prix évidemment différents. D'ailleurs, cette standardisation qui est à l'œuvre depuis 200 ans, je la trouve intéressante parce que chacun d'entre vous, la façon dont vous expliquez votre positionnement aujourd'hui, c'est justement à l'encontre de cette standardisation et avec une volonté de vouloir redécouvrir des spécificités locales, des spécificités de race aussi, comprendre comment, en traitant séparément, il y a plus de 60 races en France, 250 en Europe. Donc c'est vrai que c'est une source de biodiversité énorme. On a parlé évidemment de coloris différents, de le fait qu'il y ait des quantités de laine différentes et que la qualité, on peut l'améliorer par le tri si on standardise, mais on peut aussi accepter qu'au contraire, cette diversité va être une source de pluralité et permettre de raconter peut-être des histoires. Vous êtes tous les trois sur des territoires très divers. Chaque élevage raconte aussi un peu de son territoire et recrée un lien, je dirais, enraciné dans un patrimoine, dans une histoire, etc. Peut-être une autre question ? Dans les filatures, on parle beaucoup là, des laines de mouton, mais vous travaillez aussi l'angora ou d'autres mélanges, en tout cas laine angora, où vos machines ne sont pas équipées pour... Alors nous avons travaillé de l'angora, travaillé du mohair. Au fil des années, on nous a confié différentes fibres, différentes laines. Donc oui, on peut les travailler. Et aux filatures Colbert, vous prévoyez aussi vous aurez des machines qui peuvent faire ce genre de mélange ou... Alors, il y a des laines quand même qui sont très spécifiques. La laine mohair, on ne pourra pas faire la laine mohair encardée. Nous nous sommes engagés, je parlais tout à l'heure d'une éthique, avec les éleveurs. C'est eux qui nous ont mis comme contrainte, mais qu'on trouve très légère, c'est-à-dire qu'au moins 80% de la laine qu'on va travailler dans la filature doit être d'origine d'Occitanie, quoi.
Donc, sachant que sur l'Occitanie, il y a des troupeaux mérinos, il y a un peu des différents troupeaux, mais c'est même pas, ils nous ont pas exigé que ce soit que de la laine à la cône. Donc, ça nous laisse un territoire d'origine de troupeaux, donc quelque chose de localisé. Mais il est important que on voit bien qu'aujourd'hui, on repart d'un territoire, quoi, hein. On ne repart pas d'une matière, on part d'un territoire qui correspond à une race et qui correspond derrière, là c'est le plus que je rajoute, c'est-à-dire à une culture. Hein, c'est-à-dire que derrière, on arrive à faire la synthèse de tout ça. Et c'est ça aujourd'hui qu'on a besoin comme nourriture quand on achète un objet. Cet objet-là, on sait de quelle brebis il vient, qu'on a pu voir si on vient en visite dans notre région, et on va pouvoir voir les différentes étapes. Et en plus d'être des techniciens, des gens qui sont amoureux de leur métier, qui ont une exigence dans leur métier, en plus, on doit être des conteurs, c'est-à-dire qu'on doit être capable de le mettre en mots. C'est important, ça, hein, c'est-à-dire de raconter. Voilà, c'est ce qui, chez nous, remplace le marketing. Hein, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire, mais une histoire qui est une histoire vraie. Le marketing, on fabrique une histoire. Et nous ne faisons que raconter une histoire qui est vraie et qui fait rêver, parce que ça existe aujourd'hui et ça manque à notre monde, à une partie de nous. C'est rassurant de savoir qu'il peut y avoir, on peut avoir un linéaire, une unité. C'est porteur d'unité. La demande de notre monde aujourd'hui, c'est retrouver une unité. C'est-à-dire, on n'achète pas quelque chose qui est disloqué, une partie là, une partie là, une partie là, et puis on essaie de rattraper ça par une image marketing, quoi. Voilà. Et là, on revient à une source, et ça, c'est une force très, très importante. Hein. Il y a vraiment un mouvement de fond qui se fait, qui est vraiment... il y a de quoi faire. Voilà. Il faut des entrepreneurs qui achètent. Je pense que les acheteurs sont là, quoi. C'est-à-dire, si vraiment on le fait réellement comme ça doit être fait, c'est-à-dire avec cette unité, avec cette éthique-là, les marchés sont ouverts, quoi. Toutes les études le montrent. Je ne suis pas un féru d'études, mais j'ai mes oreilles qui traînent dans les différents médias et je note au passage que toutes les études montrent que chacun de nous, on est prêt à payer plus cher quelque chose qui va avoir une valeur. Voilà. Et pour une personne, ce sera de la laine, pour un autre, ce sera du cuir, pour un autre, ce sera autre chose, mais chacun de nous est prêt à faire cette démarche-là et à soutenir des projets comme ça, quoi. Et du coup, j'avais une question qui allait avec ça aussi au niveau des prix. Comment on se situe en France sur les fils par rapport à l'Italie ou le Royaume-Uni pour des démarches assez similaires sur des laines locales? Moi, je manque de recul pour vous répondre pour l'instant. Hein. Clairement, on est, en tout cas au niveau de l'étape du peignage, on est encore dans le côté expérimental et le comparatif pour l'Italie et pour l'Angleterre, ça va être difficile. On peut peut-être avoir quelques éléments de réponse, par exemple par rapport au projet tricolore qu'on a lancé avec le salon Made in France Première Vision l'an dernier. Nous étions arrivés à développer en France un fil qui coûte 22 € le kilo. En sachant qu'une laine d'importation australienne, on va être plutôt autour de 18 €. 16-18 € le kilo. Donc économiquement, effectivement, il y a un léger surcoût, mais qui nous semble tout à fait absorbable. Il faudra en parler avec les marques qui ont investi dans ces fils et qui ont développé des produits en France à partir de ces laines. Je pense au Slip français qui a développé le pull Ludo au travers de ce fil à 22 € le kilo. Donc là, on est tout à fait sur un rapport économique qui n'intègre pas encore, je dirais, une revalorisation auprès des éleveurs. Mais qui déjà en petite quantité pour un début nous permet quand même de ne pas être complètement hors des clous. Après, on est en train donc avec Peignage du Mortier notamment d'imaginer d'autres moyens de transformation avec des étapes différentes, et là tout l'objet va être de pouvoir réaliser des tests à, comme vous le disiez tout à l'heure Cédric, à échelle industriels qui permettent de comprendre quel rendement pour quelle race et donc quel coût à la fin en intégrant, je dirais, le point de vue de chacun. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce que je veux dire que si aujourd'hui il y a un écart entre 18 et 22 € alors qu'on est dans des phases expérimentales,
il ne faut jamais sous-estimer les économies d'échelle et l'effet d'apprentissage. Quand on apprend, quand on fait la première fois, on essuie les plâtres et c'est difficile. Et la fois d'après, on fait déjà mieux et toute la filière s'organise. Et aujourd'hui, ce qui peut générer des surcoûts aussi, c'est les étapes entre justement chaque étape de la filière. Voilà. Moi, je suis persuadé que toute la filière peut s'organiser pour être très compétitive. Vous parliez d'éthique et d'image, en fait. Est-ce que, en tant qu'utilisateur de la laine, vous avez une vision sur un contrôle sur la tonte ou pas du tout, ou c'est fait en amont et on ne sait pas trop, en fait, parce que c'est un sujet de discorde pour pas mal de personnes, je pense. Justement, pour l'instant, les tondeurs que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré que 2-3. Et selon ça se passe relativement bien. J'ai envie de dire que les seules différences de tonte, ça sera sur si la bête est tondue sur une dalle ou si elle est tondue dans la paille directement. Mais au niveau des conditions de tonte de l'animal, ça se passe très bien. Et j'y suis allée, je suis novice dans le métier et c'est pas quelque chose qui m'a choquée. Voilà. D'accord. Les tondeurs vont être des partenaires dans ce projet-là. Alors, sachant qu'il y aura sans doute une réorganisation de tout ça, voilà, il n'y a pas les grands collecteurs là, alors je peux le dire, mais c'est évident qu'à partir du moment où les éleveurs s'engagent là, où on va mobiliser les tondeurs, on va repenser. Parce que derrière, bien sûr qu'il y a une réalité économique, mais une réalité économique, c'est une réalité de bon sens. Aujourd'hui, des éleveurs, les tondeurs vont tondre, les éleveurs stockent ça dans un hangar, et puis le collecteur, les collecteurs de laine, chez nous, c'est les gens qui vendent de l'engrais, quoi. En gros, c'est les mêmes personnes, Unicor, enfin, les grands organismes, et ils les reprennent, ils les prennent en vrac, et puis le collecteur va chercher avec un semi-remorque chez cette personne-là. Donc nous, dans ma vision, c'est de réorganiser ça et de faire que les tondeurs peuvent, eux, vraiment travailler au niveau du tri, au niveau de ce choix-là. On ne va pas dire trier, mais il y a quelque chose qui peut être fait à ce moment-là. Et ensuite, l'idéal, c'est qu'il y ait une presse que ça puisse être déjà compacté, mis en ballot à ce moment-là, et presque les tondeurs, on évite une étape, quoi, et on va en éviter une autre en supprimant le grossiste. C'est-à-dire que, voilà, il y a toute une vision de réorganisation plus rationnelle, mais qui, chez nous, bien sûr, va bouleverser. Voilà, quand je vais voir monsieur Rouanet, je lui dis pas que ça peut-être être coupé à la source, sa collecte au niveau de notre région, tout au moins, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même vraiment derrière tout un redéploiement de façon de faire, d'intérêt. Alors, tout à l'heure, je pensais d'amour de la laine, quoi, c'est-à-dire d'amour de l'animal, du lait, de la bête. Enfin, l'amour, c'est quoi, c'est quelque chose qui rapproche deux choses qui, naturellement, ne sont pas sont séparées. Et donc, on va retrouver ça. Et ça me fait rebondir sur il est important, effectivement, de payer la laine en fonction de la qualité de la laine, c'est-à-dire du soin que va avoir mis l'éleveur. On a des cas d'un grand projet financé à grande subvention qui était dans les Alpes du Sud, le nom m'échappe. Ils ont fait un centre de lavage pour la laine mérinos et en fait ils payaient au poids, quoi. Donc les éleveurs ils mettaient du sable, ils mouillaient la laine et c'était payé au poids. Bon, elle est fermée, quoi, le centre de lavage. Donc bien évidemment tout ça, il doit y avoir une prise de conscience et un jaugeage. Et ça, c'est suffisamment parlant. C'est-à-dire, un éleveur, il dit « Ah, mais combien on t'a payé la laine ? Oh, 60 centimes. Ah bon, moi, on ne me l'a payé que 20. Et pourquoi ? Ah, et je peux vous dire, l'effet d'entraînement, ça, tout le monde comprend. Voilà, surtout dans le milieu agricole, mais c'est quand même assez largement répandu, puisqu'on vient tous du milieu agricole, quelque part, à un certain moment de nos générations. Alors, oui, du coup, j'avais une question justement sur sa structuration de filière. Donc, on a bien vu vos différentes initiatives. Dans quelle mesure, justement, vous seriez prêt à
à rentrer dans une filière à l'échelle plutôt nationale, à une structuration. Et je pense notamment à un exemple dans le cuir qui date d'il y a quelques années, un pôle d'excellence en Aquitaine, enfin en Dordogne plus précisément, qui a réussi à embarquer justement des marques, luxe, non luxe, et qui embarque aussi tout ce qui est formation justement agricole pour que les bonnes pratiques d'élevage, par exemple sur le cuir, ne pas mettre de barbelés dans ces élevages pour pas abîmer les peaux, pour augmenter la qualité finale de la matière première, ce soit dès le départ intégré en garantissant effectivement un débouché aussi à ces éleveurs. Voilà, dans quelle mesure ce modèle pourrait être, vous intéresser et être pertinent de reproduire pour la laine? De se discuter. La semaine prochaine, je suis invité pour la première fois à une réunion de l'UIT, le syndicat textile français, avec la Fédération nationale ovine. C'est la rencontre de deux mondes, mais justement pour essayer de structurer. Après, je pense aussi que si on est là ce soir, sous l'impulsion de Pascal, c'est pour recréer toute cette filière. Et, merci Pascal pour tous ces efforts. Merci Cédric. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les interprofessions qui ont disparu sur la laine en France, qui existent encore peut-être en Grande-Bretagne, rassemblent le plus souvent deux types d'acteurs, qui sont les éleveurs en amont et les transformateurs, les industriels un peu plus en aval. Mais c'est souvent tout. On peut citer la Confédération européenne du lin et du chanvre, qui va rassembler ces deux types d'acteurs, ces deux typologies d'acteurs. Là, dans l'exemple que vous évoquez, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient créer, je dirais, de la solidarité et amener aussi de la cohérence à une réflexion en ajoutant d'autres types d'acteurs, comme les marques. Donc ça permet vraiment d'avoir la filière dans son intégralité et de partir de la matière première jusqu'à son usage dans les divers marchés et de pouvoir discuter ensemble, avoir une culture commune, un projet commun qui permette de rassembler ces trois acteurs. Et j'en rajouterai un quatrième qui est en filigrane là, dans l'ensemble de vos témoignages aujourd'hui, qui est le territoire, qui sont les territoires. Puisqu'aujourd'hui, les territoires ont aussi un rôle complémentaire à jouer par rapport à l'économie de la création. Et on voit bien à quel point il y a une résonance par rapport peut-être à l'histoire, au tourisme, par rapport à des tas de facteurs qui sont pas forcément directement liés au rôle de l'entreprise, mais qui sont liés à une vocation des territoires pour améliorer le lien humain, environnemental. Et donc, le fait de rassembler autour de la table ces quatre typologies d'acteurs, donc les éleveurs, les transformateurs industriels, les marques, distributeurs et les territoires, sans doute pourrait permettre de constituer des cahiers des charges, une filière qui soit vertueuse sur l'ensemble des plans et qui permettent de faire en sorte qu'à un niveau national, voire européen, on puisse effectivement partager une culture commune, des pratiques communes, améliorer les pratiques et comme cela mettre à profit sur l'ensemble des tonnages. Aujourd'hui, c'est plus de 5000 tonnes qui sont exportées sans être du tout valorisées. Donc c'est vrai qu'il y a un potentiel économique derrière, également évidemment d'emploi et de valeur ajoutée, de transmission, de savoir-faire, puisque là, on voit qu'une filature renaît de cendres de plusieurs filatures disparues dans l'Aveyron. Peignage du Mortier, vous êtes un peu le dernier escapé de toute une époque qui a duré plus d'un siècle et qui a quand même fait la richesse de toute une région. Donc c'est vraiment inscrit dans ces territoires, et je pense qu'il y a une très belle histoire à raconter au travers de l'ensemble de ces matières. Est-ce que vous voulez peut-être encore poser une dernière question ? Je m'interroge sur le type de machine que vous utilisez.
Vous parliez justement que c'était un héritage du siècle dernier. Vous, en revanche, vous allez démarrer le cardage. Dans les deux cas, sur quel type de machine travaillez-vous? Est-ce qu'elles datent d'il y a un siècle ou est-ce qu'elles sont récentes et modernes? En ce qui concerne Peignage du Mortier, déjà la grande chance, c'est qu'on a un fabricant de machines françaises à Colmar qui s'appelle Schlumberger, qui a 200 ans d'existence, qui a fourni dans le monde entier toutes les machines pour le travail de la laine puis du synthétique. Toutes nos machines, nous, sont des machines Schlumberger ou des quarts de Thibaut qui étaient faites à Tourcoing mais qui ont été reprises aussi depuis. Voilà. Nos machines ont entre 20 et 50 ans d'âge. C'est extrêmement mécanique, donc c'est très solide. Ce qui peut évoluer, c'est quand vous avez une commande électrique qu'il faut améliorer. Mais ça n'est pas digitalisé? On va vers du digital maintenant sur certains types de production. Ça fait partie des chantiers, Industrie 4.0. Mais ce n'est pas une exigence court terme pour faire des bonnes productions de laine. Ça sera un levier par contre pour améliorer la compétitivité et aller chercher ces quelques centimes qui nous resteront pour être plus compétitifs que les Australiens. Sans perte de qualité? Sans perte de qualité. Et vous, monsieur? Alors, nous, notre filature laboratoire, c'est sur des machines qui datent du début du siècle dernier. On s'est vite rendu compte qu'elles sont très belles à regarder, c'est magnifique, parce que il n'y a pas de carter qui cache les machines. Mais bon, on s'est rendu compte rapidement qu'économiquement, ce n'était pas viable. Et qu'il y a des gens qui ont leur vocation, c'est de faire des musées, et ça existe et c'est très bien. Moi, ma vocation à moi, c'est pas de faire un musée, et donc c'est que ça réponde à une réalité économique. Donc, nous avons acheté un ensemble de machines qui ont une trentaine d'années, qui sont des machines industrielles, et notre projet est un projet artisanaux-industriel, c'est-à-dire qu'on va utiliser des machines industrielles, c'est-à-dire avec une capacité de production où on peut travailler en 2/8, où on peut, voilà, qui sont pas à la pointe, mais comme disait monsieur, c'est à ce niveau-là, on n'a pas besoin, tout ce qui va être informatisé n'est pas vraiment indispensable. On va le trouver ça sur la maille, par contre. Hein, c'est la prochaine conférence qu'il y a. La maille, on va voir que là, même les petites entreprises qui existent encore dans notre région, eh bien, ils achètent des machines récentes qui viennent du Japon, la plupart d'ailleurs. Et là, vraiment, c'est un gain de temps, une flexibilité, et c'est vraiment très important. Donc, que ce soit au tissage, soit là, c'est accessoire et secondaire. Ça ne va pas vraiment changer le cours des choses parce que c'est mécanique, c'est très au point, et les machines marchent seules. Et ça, je ne pense pas qu'on va remplacer celui qui surveille dans les usines, un atelier de tissage. Une personne va surveiller 10 métiers qui fonctionnent, quoi. Donc, je ne pense pas que demain, on ait un robot qui va remplacer cette personne-là, quoi. Voilà. Et après, ça fonctionne tout seul, quoi. Voilà. Un atelier de tissage, et on est déjà dans quelque chose de vraiment très industriel, quoi. C'est pour ça qu'aussi, c'est moins souple. Hein. Tout ce qui va être tissage est beaucoup moins souple à l'adaptation, donc demande des quantités importantes. C'est le problème d'Eric, où quand il part à faire 20 mètres de tissu, ben, il perd tout ce qu'il veut comme argent parce que c'est pas rentable, quoi. Et monter une chaîne pour si peu, le temps que ça prend. Voilà. Donc là, ça demande vraiment des quantités importantes. Donc, une diffusion, donc un travail avec les grandes marques, avec passer à un niveau de capacité de production qui dépasse la petite entreprise qui date de 60 ans avec des machines de 60 ans, des machines de musée, quoi. Voilà. On est là dans une véritable économie, quoi. C'est-à-dire une véritable économie qui est capable de sortir avec des prix compétitifs et de qualité, voilà, derrière. Hein. Donc, sachant qu'une des parties de la compétitivité va se jouer sur les transports, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où plus on va pouvoir être dans des circuits courts, eh bien, on va compenser le coût du travail dont on parle souvent, on va le compenser par les transports. Et puis,
si on procède un petit peu, on peut imaginer que la folie des paquebots, des containers qui transportent tout ça, il suffit d'un petit grain de sable dans nos relations mondiales pour que ça devienne à son vrai prix, c'est-à-dire plus cher. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a intérêt à fabriquer localement, au-delà du côté tout à l'heure dont je parlais, profond et affectif, il y aura aussi la réalité économique aussi va suivre. Donc d'où il est important qu'il reste un savoir-faire, et on se rend compte que, et M. Annelima, parce qu'il vient de reprendre l'entreprise il n'y a pas longtemps, et en fait, ce seraient les anciens, il y a de grandes chances qu'ils n'iraient pas s'embêter, ils diraient on ne va pas s'embêter à faire de la laine. Quand on arrive avec un œil neuf dans un secteur, on n'a pas le poids des racines. Parce que les racines, c'est très bien, mais parfois, il faut se les traîner. Quand les racines deviennent plus importantes que le feuillage, on ne fait plus rien. Et donc, ces entreprises meurent, et c'est la loi de la vie où ça repart toujours par une nouvelle génération, des personnes qui arrivent et qui ont un autre regard. Moi, la laine, je ne connaissais pas. J'écoute, et hop, de là, je fais une synthèse, et je n'ai pas le poids de ça se faisait pas, quoi. Voilà, donc, l'espérance, elle est là, quoi. C'est-à-dire dans ce flux de la vie, dans ce renouvellement de la vie. Et Pascal participe à ça avec le projet Tricolore, parce que c'est vraiment une filière, là. C'est vraiment beaucoup d'acteurs différents, beaucoup de savoir-faire qui sont éparpillés sur un territoire, quoi, hein, voilà. Au travers, juste pour compléter par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre, au travers de l'expérience Tricolore, effectivement, on a vu qu'il y a une sorte de rupture sur des machines qui sont un peu trop anciennes dans certaines des filatures qui sont encore existantes en France et qui commencent par doubler en fait le coût de la laine au kilo. Donc c'est vrai qu'on a été au départ le projet sur toute la partie tricotage, on était bon sur la partie tissage avec un niveau de prix autour de 30 € le mètre, 30-35 € le mètre linéaire, donc c'était tout à fait absorbable. En revanche sur le fil, quand on a débuté le projet Tricolore, on était sur un fil à plus de 40 €. Donc là, on doublait par rapport aux laines d'importation, mais justement parce qu'il n'y avait pas eu d'investissement réalisé et qu'on travaillait à une échelle trop artisanale pour pouvoir faire des économies d'échelle, avoir une productivité assez forte qui permette d'obtenir un prix plus bas. Donc c'est vrai que cette question de la vétusté de certains matériels, elle est compliquée. Je ne sais pas, chez Filature Harpin, vous pouvez peut-être nous en parler. C'est pour ça que je voulais intervenir. En fait, nous, on n'est pas sur cette logique-là, forcément, d'avoir modernisé tout notre parc machine. On a beaucoup de machines qui sont classées patrimoine vivant. Et après, Laura vous parlera plus précisément de certaines machines. Mais en fait, nous, on a toute une partie du parc qui est assez ancien. Les métiers à tisser sont assez récents. Mais en fait, ça fait partie de notre identité et de notre histoire d'avoir vraiment ces machines qui soient là, qui soient en place. Et on a moins la problématique d'avoir un prix du fil parce qu'en fait, vu qu'on tisse notre propre matière, on est maître de nos prix en fait et du prix de nos tissus. Et vu que nos tissus sont quand même positionnés assez haut de gamme, et en fait, on vend l'histoire avec notre tissu et c'est ce qui fait aussi l'unicité de nos tissus, c'est qu'ils sont faits sur des anciennes machines et qu'ils ne seront pas forcément parfaits tout le temps. Et justement, par rapport à la question de la productivité des machines, aussi bien de la carde ou du continu à filer, pour nous, du coup, en termes de coût, ça ne va pas être la priorité. Mais pour moi, la priorité la plus importante, ça va être la qualité qui va en sortir et ça va être l'étape de l'épuration. Une fois qu'on aura fabriqué le fil, il va falloir justement tout le contrôler. Et pour moi, s'il y a une machine sur tout le process qui est importante pour nous, c'est l'étape du bobinage et du contrôle de ce fil. Et plus plus les machines seront récentes, juste pour cette étape-là, plus le fil qui sortira de la filature sera de qualité. Et pour moi, c'est vraiment ce maillon-là qui est important pour que par la suite, au tissage et surtout à la visite du tissu, on perd moins de temps. Parce qu'enlever un fil qui est trop gros dû à une vieille machine qui est moins précise, ça nous prendra encore plus de temps que de faire une étape de bobinage un petit peu plus pointilleuse et précise.
Alors je vous engage peut-être à poursuivre les échanges de manière plus directe, peut-être à venir également regarder nos échantillons, les échantillons de nos invités. Effectivement, la prochaine étape, ce sera le 6 février, avec cette fois la thématique liée au tricotage. Donc vous êtes les bienvenus pour vous inscrire. D'ici là, vous pouvez toujours réécouter ou écouter les anciennes séances et bientôt celle-ci en podcast sur le site madeintown.com. Et je remercie à la fois l'Institut français de la mode qui nous accueille et également Paris Good Fashion qui est notre partenaire sur ce projet. Voilà, merci à tous.